Question formalité, santé, budget, hébergement, transport. On vous dit tout dans cette deuxième partie guide pratique sur la Tanzanie. Tout pour bien réussir votre voyage. Hakuna Matata. Allez, 3h du mat, arrivé à Dar el Salam. Alors il faut évidemment prendre un visa, e-visa ou en direct. C'est vrai que moi j'ai plutôt eu une bonne expérience les deux fois où je suis allé en Tanzanie, atterrissage à Dar el Salam dernièrement, j'étais allé à Zanzibar il y a quelques années et jamais eu de souci à l'arrivée pour prendre mon visa, payer les $50, etc. Ayez bien la monnaie, hein, ils ne l'ont pas, donc il faut avoir $50, sinon on se fait avoir à peine arrivé sur le sol tanzanien. Mais pour le reste, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Alors cette année, j'avais ma petite, donc on nous a fait passer un petit peu devant le reste de l'avion. Je pense que ceux qui étaient derrière, arrivés en dernier, on met un peu plus de temps, peut-être 1 heure, à avoir leur fameux sésame pour entrer sur le territoire tanzanien. Dans le groupe, c'était assez partagé également. Certains ont mis plus d'1 heure, etc. à avoir le visa, d'autres, c'était beaucoup plus rapide. Donc j'ai envie de vous dire que si vous arrivez à l'avoir avant le e-visa, avant de pénétrer évidemment sur le territoire, vous gagnerez peut-être un peu de temps. Mais j'ai eu l'impression, je vous l'ai dit en arrivant à 2h du matin, que ceux qui avaient le e-visa mettaient autant de temps que nous, ou alors je ne sais pas. Bon, c'est assez partagé. Si vous allez sur les forums, vous verrez que certains ne s'embêtent pas avec ça, ils ne s'embêtent pas à essayer de faire ce e-visa qui finalement parfois est un peu difficile à avoir. D'autres le prennent directement sur place, c'est mon cas. Donc à vous de voir, si vous arrivez à l'avoir avant, tant mieux pour vous. Si vous voulez le prendre directement sur place, il n'y a pas de souci non plus. Même si c'est vrai qu'à 2h du matin, la tête dans le cul, remplir les papiers et attendre pour faire son visa, bon, c'est une épreuve qu'on aimerait peut-être ne pas s'infliger. Bon alors, il n'y a pas besoin de photos, d'accord? Il y a besoin de $50, je viens de vous le dire. Et puis c'est tout. Vous remplissez un petit peu de paperasse, on paye, on vous donne le reçu, on vous met un petit coup de tampon. Et on est arrivé. Bon, en descendant de l'aéroport, on vous contrôle votre vaccination, test PCR pour la petite. Par contre, le QR code qu'on remplit à l'avance là sur le site gouvernemental, je ne crois pas que ça soit encore d'actualité. En tout cas, on remplit un autre papier. Donc, à mon avis, c'est plus bon ce truc. Mais enfin, vaut mieux le faire quand même et avoir son petit QR code, même si ça sert à rien. Alors, question pratique. Traitement paludéen ou non sur l'île de Zanzibar. Très franchement, entre juin, juillet, août, nous en tout cas on est en plein mois d'août, on n'a pas vu la queue d'un moustique, aucune piqûre, quasiment inexistant. Alors c'est vrai que si vous voyagez en cette période, je ne vois pas l'utilité de prendre un traitement assez lourd finalement. Alors c'est sûr que votre médecin va se couvrir, vous dire que c'est une zone qui a, oui, il y a du paludisme, ah oui c'est vrai, mais comme il n'y a pas de moustique, un bon anti-moustique conviendra, et encore, je vous l'ai dit, on s'en est quasiment pas servi, j'ai une bombe énorme. Je ne m'en suis pas servi sur l'île de Zanzibar. On est plus piqué, nous, en tout cas à Grenoble, hein, qu'ici, à Zanzibar. Alors à vous de voir, mais en tout cas, le traitement anti-palu peut vous rendre plus malade qu'autre chose, pour un risque, somme toute, extrêmement minime. Bon, ok Laurent, tu nous dis qu'à Zanzibar, pas beaucoup de moustiques, mais ailleurs, sur le continent, à l'intérieur, dans les réserves, là où il y a pas mal d'animaux, etc., et de l'eau un peu stagnante, pas de moustiques non plus. Roi, Mikumi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez croisé beaucoup de moustiques? Eh bien, pour vous répondre très franchement, à Mikumi, on n'a pas vu des masses de moustiques. Même le soir, on sortait pourtant avec des vêtements couvrants. Certains étaient en short et n'ont pas souffert d'attaques de moustiques. Bon, il y a toujours un ou deux dans le groupe, hein, pour qui le seul moustique qui traîne est pour eux. Bon, si c'est votre cas, peut-être faudra-t-il faire un traitement anti-palu. Mais pour le reste, c'est vrai qu'à Mikumi, pas grand chose, même l'après-midi. Les mouches tsetse, je me suis fait piquer une fois, j'ai essayé, tac, je l'ai vite tué, etc. Une espèce de temps là. Hein. Attention avec la maladie du sommeil, mais là aussi pas de psychose. Quand vous allez faire un safari, vous êtes quand même couvert, vous avez enduit vos vêtements avec l'insecte écran, pas celui-ci, le bleu, je vous le mets là-haut, c'est avant de partir. Hein, ça va vous durer, ça a une protection de quelques semaines, donc ça c'est bien. On a des vêtements un peu couvrants, on évite peut-être le short, en plus le matin ça caille sur les safaris, j'en reparlerai quand je ferai ma vidéo sur les safaris de l'intérieur du pays. Alors à Roa, attention c'est différent, Roa on a dormi à l'intérieur de la réserve, et là, en effet, les filles avaient 2 petits lits avec moustiquaires, pas de souci pour elles. Moi j'ai dormi par terre sur une espèce de paillasse,
Et là, j'ai rien, et je me suis fait manger par 2 ou 3 moustiques qui ont sucé mon sang. C'est la seule fois où j'ai vraiment souffert dans la nuit. Bon, je me suis enroulé dans ma vieille moustiquaire. Ensuite, j'ai pu dormir tranquille. Même à Chogela, en dehors de Roa, on a dormi dans un camping, dans des tentes. Et là non plus, on n'a pas eu à souffrir de la chose. Quoi qu'il en soit, vous partez avec un bon anti-moustique, insectes écran, c'est les plus efficaces, zone infectée, zone tropicale, le 5,5 est pas assez fort, et alors tout ce qui est bracelet anti-moustique, etc. Les moustiques en Tanzanie vont rigoler. Alors soyez bons, j'avais acheté 4 bombes comme ça, hein, j'en ai usé la moitié d'une, pour vous dire un petit peu, en période fraîche, ce qui était le cas, on était 3, hein. Donc c'est pas la peine non plus de partir hyper armé. L'anti-moustique, la Malarone et autres, c'est à vous de voir. Bon, on a parlé du traitement anti-palu, est-ce que j'en pense? Pour dans sa pharmacie, on s'en fait une petite pharmacie avec de quoi soigner un petit peu les problèmes intestinaux. D'accord? Petit Doliprane, petite pommade pour les coups, petite bombe anti-moustique. Et on est pas mal. Allez voir votre médecin, il vous fera une petite trousse tout à fait correcte. Bon, dernière chose, point de vue monnaie, point de vue pépette, point de vue argent, est-ce qu'il faut des shillings tanzaniens ou plutôt des dollars américains? La question est épineuse, la plupart des guides disent qu'il faut des dollars, absolument des dollars. Ici, on paye quasiment en shillings et quand vous payez en dollars, vous y perdez puisqu'on ne vous fait pas un taux super intéressant. Donc 2 dollars, pourquoi pas, mais vous pouvez changer vos euros partout, même si celui-ci est en chute libre par rapport au dollar en ce moment. Nous sommes en août 2022, d'accord? Donc ouais, amenez des euros, changez en shillings, ayez quelques dollars pour payer les parcs si vous allez sur le continent faire un safari. Là-bas, en effet, il faudra payer en dollars, c'est tout en dollars, l'entrée des parcs, etc. Et encore, n'amenez pas trop de dollars, l'entrée des parcs, il faut payer en visa, d'accord? Donc visa, pas de dollars. Par contre, c'est vrai que c'est plutôt les jeeps, etc. qu'on paiera avec les billets verts. Il est accepté partout, mais faire euros, dollars, shillings, vous y perdrez forcément. Alors des dollars pour le visa, des dollars pour peut-être les jeeps et pour faire les safaris. Pour le reste, une bonne carte Visa avec pas trop de commission dessus. Et elle est à 5% ici, ça fait mal. Ouïouïouï, quand vous payez, j'ai payé aujourd'hui mon hôtel en Visa. Le reste, tout se fait en shilling quasi partout. On peut faire évidemment le paiement avec ça. Donc moi, je vous conseillerais quelques dollars, Visa et peut-être Safari. Et le reste, euros, et on change en shilling. Et vous y perdrez un petit peu moins que de faire des 1000 et des 100 en dollars, puis en plus changer en shilling. Et à la fin, il vous reste des dollars sur les bras. Bon, vous aurez compris qu'avec ces 3 monnaies, il va falloir jongler. Ah oui, j'allais oublier, c'est vrai. Attention, on essaye de vous refourguer assez souvent des billets déchirés. Ces billets sont acceptés nulle part, donc ils ne seront inutilisables. Donc même à la banque, recomptez et regardez. Les petits filous font ça. Alors c'est vrai que avoir 2 ou 3 billets qui ne servent plus à rien dans son budget, ça peut être pas terrible. Donc on fait attention à ça. On recompte bien sa monnaie. Ah, ça c'est important aussi bien. D'ailleurs dans le taux de change, au bureau de change, que quand on va faire ses courses, les petits filous ont tendance parfois à oublier un petit billet par-ci, un petit billet par-là. On recalcule bien sa note également au restaurant ou ailleurs. Parfois, on a des surprises. Ah ouais, tiens, je me suis trompé. Ah, des fois c'est fait exprès, des fois non, hein. Mais bon, on évite de faire trop confiance, on recompte un petit peu pour éviter de se faire un petit peu pigeonner de ci, de là, quelques dollars par-ci, quelques dollars par-là. Bon, question importante, question sécurité. Alors, la Tanzanie n'est pas le pays africain le plus dangereux, loin de là, c'est même l'un des plus sécurs. On peut s'y balader quand même assez librement, s'organiser sans passer par une agence tout à fait facilement, sans craindre pour sa vie. On évite, comme partout, des quartiers un peu craignos de Dar el Salam ou de Zanzibar, ben ça me semble une évidence. On fait exactement la même chose dans les pays européens. On va pas faire du tourisme en banlieue ou je ne sais quoi. Hein, évidemment, on va pas tenter le diable. On évite d'avoir évidemment des choses de valeur, chaîne en or, etc. apparentes. Son argent également ne le sort pas comme ça. On fait très attention à quelques vols à l'arraché, hein, qui ont tendance à parfois se multiplier sur Zanzibar. Bon, nous, on s'est baladé à Zanzibar pendant 4-5 jours. On n'a eu aucun souci majeur, évidemment. Pareil pour Dar el Salam, qu'on nous disait très dangereuse et infréquentable. Très franchement, on n'a pas trop eu de soucis. On s'y est promené quasiment en toute liberté. On n'est pas allé dans les quartiers les plus chauds, c'est une évidence, mais le centre-ville est tout à fait serein, hein, et on évite évidemment de se balader seul, surtout si on est une femme, à la nuit tombée. Mais enfin ça, c'est des conseils qu'on retrouve dans pas mal de pays. Le soir, on circule en tuk-tuk ou en taxi pour être tranquille, et on va dans certains coins tout à fait
tranquillement. Ce n'est pas l'Afrique du Sud, où par exemple sur Johannesburg ou autre, on avait senti quand même une certaine tension et une certaine appréhension. Là, rien de ça. Sur Zanzibar, c'est vraiment à la cool. On laisse pas ses affaires non plus traîner sur la plage, mais enfin comme partout, hein, on fait attention et ça devrait très bien se passer. Finalement, les seules choses qui risquent de vous arriver, c'est les petites arnaques du quotidien, mais on retrouve là aussi dans pas mal de pays. J'ai fait l'Égypte, qui est mon pays de cœur, et je peux vous dire que ça ressemble un petit peu quand même. Hein. Les papazzi vont essayer de vous arnaquer, ce sont les rabatteurs, hein, ceux qu'on appelle ici hein, un petit peu les sensus, ceux qui essayent de sucer le sang. Et l'argent surtout des touristes. Hein, on essaye de vous emmener ça et là pour essayer d'avoir une commission. En règle générale, on évite d'aller dans un magasin, dans un truc de transport ou autre, avec quelqu'un, sauf si c'est quelqu'un de confiance, car si c'est quelqu'un de la rue qui vous y emmène, c'est pour avoir une commission, et donc ça va impacter forcément le prix de ce que vous allez payer. Pour le reste, petites arnaques au quotidien, c'est des prix gonflés, etc. Rien n'est affiché, donc les prix ont tendance à monter, à se multiplier. Il va falloir absolument marchander lors de votre voyage. En Tanzanie, alors allez, on va pas marchander pour 30 centimes, hein, je vois certains touristes, c'est vrai, hein, on se prend au jeu, ça peut être un jeu le marchandage également, mais c'est un pays pauvre, donc on marchande pas pour quelques centimes. Hein, après, si c'est trop exagéré, on évite de faire non plus, c'est pas la peine de faire les pigeons, d'accord, et de payer 4, 5, 6 fois le prix, parce qu'on est un touriste. Rien n'empêche quand même d'être clairvoyant et de savoir à peu près le juste prix des choses. Éviter de perdre trop de sueur, ça m'arrivait quand j'étais plus jeune, notamment en Égypte. Hein, pour gagner 10 centimes, moi je me battais comme un taré. Bon bref, ça peut être amusant, mais ça peut être surtout très fatigant. Et puis si on y réfléchit bien, hein, laisser un petit pourboire de temps en temps de ci, de là, à une population qui manque d'argent, c'est pas si mal. Donc voilà pour les gros risques qui risquent de vous impacter. Ça peut être également assez fermé, n'y va pas, on va t'amener ailleurs. L'hôtel est fermé, le restaurant est fermé, alors que c'est faux. D'accord, il est ouvert simplement pour vous amener dans un autre établissement où là aussi, il y aura encore une commission. Pour le reste, attention aux femmes, d'accord, qui voyagent seules. C'est vrai que le Tanzanien est assez chaud, d'accord, mais là aussi, assez respectueux aussi. Si on met les barrières et si on est tout de suite cash et qu'on met les choses au point, ça devrait bien se passer. Voilà. Pour le voyage en Tanzanie et sur la sécurité. Les risques d'attentats, c'est assez bien protégé. On a vu les forces de l'ordre un petit peu partout. Mais comme partout dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas une nation qui peut se targuer d'être en dehors des attentats ou de tout ce qui peut se passer. Mais les touristes sont assez protégés. La population est très accueillante. On a vu des sourires, on a vu des bonjours un peu partout. On évite de balancer des stylos ou de distribuer de l'argent à tout va et notamment aux enfants. Si on ne veut pas faire comme dans certains quartiers égyptiens ou autour des pyramides ou ailleurs où c'est des hello stylos, hello bonbons, bah forcément c'est les touristes qui ont perverti la chose. Les enfants sont pas bêtes, hein, la population non plus. Si on voit que les gens donnent comme ça à tout va, eh ben ils vont tendance à ensuite vouloir quémander. Certains ne vont d'ailleurs plus à l'école pour pouvoir ramasser les stylos et les revendre. Donc attention, soyez touristes responsables, d'accord, et puis ça se passera bien. Bon, très rapidement, on va parler logement, possibilité de se loger en Tanzanie. On développera beaucoup plus dans les vidéos dédiées hein, et dans le road trip qu'on va vous faire par la suite. On va vous présenter chaque étape, évidemment, avec les hôtels qu'on a trouvés, etc. Mais on peut se loger pour pas très cher en Tanzanie. On est arrivé, nous, à Dar es Salaam et on a loué carrément un appartement, on était plusieurs avec 4 chambres dedans, hein, c'est le Palm Village, un petit peu à l'extérieur du centre-ville de Dar es Salaam, mais on était très bien, une belle plage, plutôt pas trop mal placé dans une galerie marchande avec un money change, avec un petit supermarché. Quand on débarque en Tanzanie pour la première fois, c'est peut-être mieux de commencer par là. Et puis on se faisait un petit peu notre petite cuisine par nous-mêmes, etc., etc. Donc ouais, louer un appartement, c'est possible. Alors regardez bien sur la carte où il est situé, regardez bien si c'est plutôt facile de rejoindre ensuite le centre, etc. Mais oui, c'est possible. On l'a également logé à Dar es Salaam dans des petites guest house les derniers jours avant de partir pour le safari, notamment le Q Bar hein, ou le Trinity. Je vous mets un petit peu les photos, les groupes ont logé là. Alors c'est assez basique, notamment le Trinity quand même. Hein. J'ai trouvé les chambres assez moyennes, mais enfin c'est pas très cher. Le Q Bar est plutôt mieux en termes de chambres, notamment les Deluxe qui sont au sommet, hein, avec les lits à baldaquin, etc. Vraiment pas mal. Et pour un prix tout à fait correct. Bon, le bar qui est en bas est super sympa en début, on peut manger un bout, jouer au billard, regarder un match de foot. Dans la nuit, il se transforme, comme la plupart d'ailleurs des hôtels qui ont des bars à proximité, un petit peu à bar à prostituer, si vous voulez me parler, c'est un peu chaud quand même. On n'a pas trouvé l'ambiance le soir en tout cas. Extraordinaire. Alors, est-ce que les chambres servent aussi à ça? J'en sais rien, mais c'est vrai que ça la fout un petit peu mal. On peut loger aussi, on a logé dans une petite guest house
près de l'aéroport, parce qu'on est arrivé à 2 h du matin. Je voulais pas aller à Dar el Salam en pleine nuit, avec ce que j'avais lu un petit peu partout. Alors là aussi, on n'a pas super bien dormi, les avions passaient juste au sommet, il y avait la mosquée juste derrière. Alors on n'a pas payé cher, c'est sûr, et le lendemain, on a pu avoir une voiture. La navette était gratuite, c'est pour ça que j'ai pris cet hôtel, je vous mets son nom là-haut. Ouais, pourquoi pas. Le lendemain, il nous a trouvé une bagnole pour 25 $ pour rejoindre le centre-ville et le Palm Village, les appartements dont je vous ai parlé. Donc ouais, on peut avoir, vous voyez, un large spectre. Il y a les hôtels de luxe, pas énormes à Dar el Salam, qui sont assez chers. Mais bon, si vous avez les moyens, pourquoi pas. Il y a le quartier un petit peu de, on appelle ça Oyster Bay. C'est plutôt pas mal pour loger à Dar el Salam. On vous donnera tout ça sur le numéro dédié Dar el Salam. Donc c'est vrai que l'offre hôtelière sur place, notamment dans les zones touristiques, sont assez larges, et à Zanzibar vous trouverez largement de quoi, de la petite guest house à Stone à quelques dollars, en passant par l'hôtel un petit peu plus classe, le Spice Hotel par exemple, le Spice Palace, où on a logé à l'intérieur de Stone. Il y a également pas loin d'autres hôtels dont on vous donnera les noms quand on fera la vidéo dédiée sur Zanzibar. On trouve de belles adresses. Encore faut-il fureter un petit peu, aller sur Booking, commencer à essayer de voir les photos, les avis, et après on peut passer en direct, pourquoi pas, pour se loger sur l'île. Après, dès qu'on s'éloigne un petit peu des zones touristiques, c'est plus difficile. On a trouvé une très bonne adresse, par exemple à Bagamoyo, tenue par une Norvégienne, je crois. En tout cas, belle adresse qu'on vous indiquera quand on fera la vidéo dédiée. Je vous mets quelques photos, je vous mets l'adresse aussi. Là, c'était une belle découverte. On est hors des sentiers battus. Il y a quand même quelques adresses, même si beaucoup ont fermé à cause du Covid. Il y avait un Français qui tenait une adresse, je crois, là-bas et qui a fermé. Donc voilà. Ensuite, pour se loger près des safaris, évidemment, c'est à Arusha dans le nord, c'est là-bas qu'il y a la plupart des guest house et des hôtels qu'on va trouver. Les lodges à l'intérieur des réserves, c'est quasiment hors de prix. Très peu de lodges qu'on peut accessibles. Vous avez les campings, c'est tout à fait possible de dormir en camping à l'intérieur des réserves ou juste à côté. Le Shogela, par exemple, à côté de la réserve de Roa. On a testé. Alors c'est des tentes. Là, il y avait des tentes carrément aménagées qui louent, 30 $ par personne quand même. Avoir sa petite tente avec soi, loger, là c'est 10 $ je crois l'emplacement. Donc pourquoi pas. Il y en a qui avaient leur beau 4x4 qui était là aussi, puisque Roa, on peut aller à l'intérieur avec son véhicule sans avoir de guide ou de rangers. Eh ouais, ça c'est à savoir, même si dans tous les guides on met qu'on ne peut pas faire ça par soi-même. C'est faux, en tout cas, à Roa. D'accord. À Mikumi, moi j'ai trouvé le Bastian Camp. C'est à quelques kilomètres de l'entrée de la réserve de Mikumi, un super petit camp avec des chalets aménagés, avec 2, 3, 4 chambres, c'est possible, des prix plutôt pas mal, une soixantaine de $ pour commencer, si vous voulez un peu plus évidemment, si vous voulez les grands chalets, une super piscine, un buffet le soir pour 10 $ qui est vraiment très bon, et en plus avec les chambres, il y a le petit déjeuner sous forme de buffet le matin, très bon aussi, l'adresse est vraiment très bonne, c'est l'un de nos coups de cœur, il a des bons plans, et en plus, Gabriel, qui s'occupe de ce bel endroit, peut vous organiser votre safari. Donc vous voyez que on peut loger, on peut se réserver. Moi j'avais tendance à passer par Booking. Pourquoi? Parce qu'il y a l'annulation gratuite et ça c'est important. Et que grâce à ça, je peux arriver en mettant des petits messages. Je leur mets, une fois que je suis sur Booking, j'ai réservé ma chambre en annulation gratuite. Je leur mets salut, est-ce qu'on pourrait avoir votre WhatsApp pour pouvoir négocier éventuellement le repas, le dîner, etc. Ils m'envoient leur WhatsApp et après j'essaye de négocier en direct le Maloun. Et oui, donc le Bastian Camp, j'ai réservé la première nuit avec Booking.com et les nuits suivantes, étant donné que j'ai eu son WhatsApp, je les ai négociés en direct, moins cher, vous vous en doutez. Donc tout ça se fait très bien. Attention à Zanzibar, il y a quand même beaucoup de monde. Les meilleurs hôtels sont vite pleins et vite pris d'assaut. Là aussi, peut-être réservé avec Booking en annulation gratuite. Et plus on se rapproche du moment de la fin de l'annulation gratuite, peut-être les contacter en direct pour savoir si au dernier moment, ils n'auraient pas une chambre à vous faire pour moins cher que ça. Ça se fait là-bas. D'accord? Eh oui, ça se fait. Donc vous allez trouver des hébergements. Attention, c'est vrai que je pense que ça participe au voyage aussi d'avoir un hébergement pas extraordinaire, parce que si vous avez les moyens, si, payez-vous du bon, payez-vous le Hyatt à Zanzibar, si vous avez les moyens, pourquoi pas, ou le Selena, allez, rêvons. Mais ça participe du voyage d'avoir un hôtel quand même plutôt pas trop mal, et un hôtel qui, quand vous rentrez le soir, c'est votre petit cocon, c'est là où on vient se reposer, et c'est vrai qu'un beau voyage, c'est aussi un bel hébergement. Bon, question importante, quels sont les moyens de transport qu'on peut utiliser en Tanzanie? Vous allez voir que pour les routards, c'est parfois un peu difficile, c'est vrai. Le pays est grand, voire gigantesque, presque 2 fois la France. Et pour se déplacer, c'est pas évident. Entre les grandes villes, ça va encore, mais dès qu'on veut aller un petit peu hors des sentiers battus, ça devient assez difficile. Bon, le moyen de transport le plus rapide, tout de suite, pas le moins polluant, on est d'accord, c'est l'avion. Sachez que Precision Air est une compagnie qui dessert, elle est basée à Arusha, je crois, elle dessert les 4 coins du pays, parfois pour pas
beaucoup de sous, ça dépend de la période, il faut voir un petit peu. Sachez que vous avez également FastJet, qui est une compagnie qui par Dar el Salam. On peut avoir des vols Zanzibar, Dar el Salam pour vraiment pas cher. Donc il va falloir un petit peu voir si vous êtes pressé, si vous avez peu de temps pour faire votre safari et faire votre voyage. Bon, c'est le moyen de transport qu'il faudra utiliser parce que la route, on va en parler. Il faut vraiment avoir du temps et il faut vraiment avoir beaucoup de patience parce que les routes tanzaniennes, c'est quelque chose. Ici, on ne calcule pas en kilomètres, mais on calcule en heures. Et c'est parfois plus des routes, mais des pistes. Et en période de pluie, ça devient carrément la galère. Il y a beaucoup de compagnies Express Line, etc. qui parcourent le pays. On les a croisés, nous, parce qu'on avait loué un minivan, on était 14 là dernièrement au mois d'août. Hein, on les a croisés sur la route à une vitesse folle. Je ne sais pas s'il faut une course ou quoi que ce soit, en pleine montée, dans les bouchons. Ils passaient à une vitesse, alors c'est sûr qu'ils doivent être à l'heure. Hein, et vous devez mettre beaucoup moins de temps. Je ne sais pas si vous arrivez en vie, par contre, ça m'a vraiment pas donné envie de prendre ces grands bus réguliers qui relient les grandes villes à la vitesse où ils roulent, à double dans les virages. Ils nous ont fait peur alors que nous on était tranquille. Notre chauffeur Patrick roulait à 50, il respectait les... C'est assez rare dans ces pays. C'est sûr que quand on monte dans un express line, etc., on doit quand même faire une prière. Pour arriver, j'ai lu quand même quelque part, il faut faire attention à ses bagages aussi, notamment éviter à tout prix les voyages de nuit. C'est toute une aventure, mais ça se fait, c'est pas cher évidemment, de voyager en bus en Tanzanie. Bon, attention, sur la plupart des compagnies, sachez que je vous le lis là, il existe plusieurs catégories de bus. D'accord, on vous conseille les luxe, ou aller avec la clim, la vidéo, etc. Ou les demi-luxe, mais évitez quand même les ordinaires. Alors là, c'est carrément là, sauf si vous voulez vraiment l'aventure et si vous n'êtes pas sûr d'arriver, ou si vous avez vraiment beaucoup de temps. Alors ouais, avec la population, c'est sûr. Mais les routes en Tanzanie sont difficiles. Il y a notamment sur les deux grands axes que sont Dar el Salam, Arusha et Dar el Salam également, la Zambie, là je cherche le nom, c'est Mbeya, proche de la frontière avec la Zambie, c'est les highways, alors c'est des belles routes c'est vrai, mais elles sont pas larges, c'est que des deux voies, et elles sont, mais alors, remplies de camions, pour peu que vous voulez doubler, ça devient la croix et la bannière, surtout nous avec un minivan, heureusement on avait Patrick. Merci Patrick, on se fait un petit peu peur, des milliers de camions, c'est la grande route, c'est là que ça va à Dar el Salam au port pour pouvoir embarquer, ça repart de Dar el Salam pour aller évidemment donner à tous les pays du tour, à Tanzanie, Mozambique, je ne sais pas où ils vont, mais ils sont des centaines de chauffeurs qui doivent rouler sans doute des jours et des heures, ils doivent être fatigués, on en a vu beaucoup dans les fossés, couchés sur la route, alors pour aller... à Izungwa, alors là c'était carrément la folie, la route était en train d'être refaite, elle sera belle dans quelques années je suis sûr, mais alors là c'était de la piste avec des camions qui essayaient de doubler, il y en a qui étaient en panne pour aller à Arusha, ça doit pas être facile non plus, pour aller à Roua, il y a un col pas très long, mais là tous les camions sont à la queue, on ne peut pas doubler, il y en a qui tombent en panne dans la pente. Bon, c'est les routes de l'impossible. Ça fait 1 heure qu'on est bloqué, il y a des camions de tous les côtés qui sont en panne. Le col qui rejoint Iringa est l'un des plus dangereux de Tanzanie. Allez go, ça roule un peu. Faites une petite prière. Il y a des bus qui doublent comme des tarés avec marqué Jésus Power derrière. Je vous avoue qu'on a serré les fesses. Ouais. C'est l'Asie, c'est l'Afrique. En Asie, on retrouve à peu près les mêmes conditions. J'étais au Cambodge en juillet. Les routes sont meilleures. Encore que, il y en a certaines, c'est les routes de la mort. Là, c'est vrai qu'on se fait un petit peu peur. On peut louer également une voiture. Ça se fait, attention, conduite à gauche. D'accord ? Sur les deux grands axes, pourquoi pas ? Pour rejoindre Mikumi, vous y parviendrez avec sans aucun souci. Pour aller jusqu'à Iringa aussi, les routes sont plutôt correctes. Il faut bien regarder et bien savoir conduire. On évite de conduire la nuit. Mais louer une voiture, c'est tout à fait possible. Et pour pas très cher finalement. Encore faut-il avoir l'habitude de conduire à l'étranger. Faut-il avoir l'habitude de conduire en Afrique. Et faut-il avoir l'habitude de conduire à gauche. Ceci dit, c'est possible. Là aussi, attention, le code de la route n'est pas du tout le même qu'en France. Il va falloir rouler doucement, rouler sûrement. Et on va se faire quelques frayeurs et surtout avoir un super GPS, un TomTom ou je ne sais quoi. Surtout dans les grandes villes, à Dar el Salam par exemple, pour pouvoir s'y retrouver.
Bon, pour en revenir à la voiture, attention, il faut le permis international. Donc avant de partir, bien se le faire faire si on veut pouvoir louer une voiture sur place. Et attention, on n'a pas parlé des scooters et des motos, a fortiori. Là aussi, même pour un scooter, il faut le permis international. J'ai essayé d'en louer un à Zanzibar, eh ben ça va pas le faire. Alors, si vous êtes sur Jambiani, avoir son petit scooter, si vous restez une semaine ou deux, c'est vrai que ça peut être sympa. On se déplace par soi-même, on va faire ses courses. Ça, c'est le top. Et dernièrement, je vous le dis tout de suite, hein, sur Zanzibar, les vélos électriques sont arrivés. Et ça, c'est le top. Pas besoin de permis international pour ça. Et on peut... bon, c'est pas donné, hein, le vélo, pas cher le vélo. Pour quelques euros, vous aurez un vélo à la journée. Mais c'est vrai que si vous voulez avec des longues distances et vous voulez vous faire un petit peu Josani, visiter des plages aux alentours et aller un petit peu là où vous voulez, le vélo électrique, je tenterai la prochaine fois, ouais. Donc voilà un petit peu pour la route, c'est possible. Il y a le train aussi, ouais, il existe. Alors ça doit être des tuk-tuk, hein. Il y a le grand train qui rejoint la Zambie, là, qui est plutôt sympa, de Dar el Salam. Vous avez également le train qui rejoint Dodoma, je crois. Donc vous avez des lignes assez régulières, hein, qui sont là, des trains plutôt corrects, et là aussi c'est toute une aventure, hein. Des trains pas comme les autres, vous avez l'impression, on met peut-être plus de temps pour aller à Selous par exemple, on peut prendre le train, se faire descendre, je vous en parlerai, à une station, et là le gars de la guest house, du lodge, vient vous chercher. Ouais, le train, pourquoi pas, vraiment si on a le temps, et vraiment il n'y en a pas pour Arusha, donc hein, à vous de voir, mais c'est une possibilité si vous voulez aller à l'intérieur du pays. Voilà, donc l'avion, la route, le train. Vous avez un petit peu tous les moyens de transport, il n'y en a pas d'autres, le réseau ferroviaire n'est pas vraiment dense, hein, n'imaginez pas ça. Donc ouais, on peut voyager en Tanzanie pour pas trop cher, mais on se fait quelques frayeurs, bus et train, et surtout, il faut avoir énormément de temps. Voilà, c'est dit. Alors vous allez me dire, ouais mais à l'intérieur, à Zanzibar, à l'intérieur de Dar el Salam, quels sont les autres moyens de transport à utiliser sur des courtes distances? Et bien là c'est les transports locaux, hein, vous avez les fameux Dala qu'on retrouve à Zanzibar ou ailleurs, des espèces de camionnettes, des taxis collectifs qu'on retrouve en Égypte, qu'on retrouve au Cambodge, un peu partout, hein, on leur fait signe sur le bord de la route, ils vous arrêtent, ils vous emmènent à telle ou telle distance, on peut même si on est plusieurs l'affréter à tous, en discuter avec le chauffeur, faut-il encore qu'il parle anglais sur Zanzibar? C'était pas évident de se faire comprendre, mais c'est l'aventure, c'est aussi ça, le voyage. Voilà, c'est pas le grand luxe, hein. Mais c'est la Tanzanie. Ah, vous êtes bien là, allez go. C'est pas super confort, on est derrière assis sur des banquettes, la route est un peu casse-gueule, on se tape un peu les fesses. Bon, si c'est une petite heure, ça ira. Beaucoup plus, on vous demande d'éviter peut-être la chose, hein, surtout qu'on a les vapeurs et les pots d'échappement qui vous arrivent si vous êtes derrière dans la figure. Un petit peu mal au dos quand on descend, mais on a été avec la population. Et ça, c'est chouette. Le Dala. Le tuk-tuk, pourquoi pas? Eh ouais, il y a des tuk-tuk un peu partout, on se croirait en Inde, hein. À Dar el Salam, j'ai pris le tuk-tuk pour aller au marché aux poissons. Ça a été toute une aventure. Bon, la façon la plus simple de se déplacer à Dar el Salam, c'est le bajaj. Bajaj, monsieur est là. Attention, ils parlent pas tous anglais, hein. On va essayer de se faire comprendre et d'y aller. La course est pas très chère, donc c'est peut-être la façon la plus simple de se déplacer. Le fameux tuk-tuk tanzanien. Allez, tuk-tuk. Allez. Paye pas très cher la course, il faut marchander, comme partout évidemment, hein, c'est une évidence. Sinon pour revenir, j'ai pris le moto drop, l'espèce de moto taxi, on monte derrière, là aussi on marchande le prix, et le gars vous emmène et vous ramène. Ah, si vous n'avez pas peur, une autre façon de se déplacer, Bodabida, c'est les motos taxis. Bon, bah, si vous êtes tout seul, ça ira très bien. C'est à peu près le prix d'un tuk-tuk, hein. Donc on va payer 7000 pour rentrer sur notre petit appartement. Donc c'est parti, Bodabida. Faites votre prière quand même parce que c'est Dar el Salam, hein. Allez go, je ne recule devant rien. Le mec conduit plutôt tranquille. Oh, c'est sympa. Je mets pas de chapeau parce que sinon ça s'envole, hein. Et allez, je valide à la moto taxi. D'accord, mais le mec connaissait pas la route, donc je suis passé par les routes. Oh là 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 là. Je m'en souviens encore. Oh, on s'est perdu.
C'est vrai que ça ressemble pas vraiment à une route. Oh, c'est sûr que cette route, personne ne la prend. Et la dernière méthode la plus chère évidemment, c'est le taxi. Alors là, il se goinfre un petit peu, c'est vrai que les taxis sont assez chers, l'essence en plus a monté, donc pour aller de l'aéroport au centre-ville, vous avez payé une trentaine de dollars quand même, hein. Pour aller à un lieu à un autre, ça va être 10-15 dollars à chaque fois, là aussi il faut négocier un peu, il y a rarement le compteur, donc le taxi, il y en a beaucoup, il y en a partout, mais si c'est des petites courses et si vous avez le temps pour Dar es Salaam, pour Zanzibar ou autre, le tuk-tuk, le dala-dala ou le motodrop, le mototaxi, hein, c'est super original, bon. Il ne faut pas avoir peur évidemment de prendre les transports locaux sur place, mais ça se fait très bien. Bon, dernière chose, on peut marcher aussi, hein, alterner tuk-tuk et marche, longer les plages, ça se fait très bien. Et puis j'ai oublié quand même, outre la marche, c'est vrai si on n'a pas des longues distances à faire, hein, attention au bord des routes, ça peut être dangereux quand même, hein, où les mecs des fois ils se déportent sur les bas-côtés. Attention à vous, il reste le bateau, et ouais, il y a le bateau. Hein, en Tanzanie, notamment pour rejoindre les îles que sont Mafia et surtout Zanzibar. Hein, le bateau, le ferry, attention à éviter le gros ferry qui va mettre 3-4 heures à arriver. Les speedboats sont pas chers, 30-35 dollars. Là aussi, ça peut se marchander si vous êtes un groupe comme nous. Hein, et en 1h, 1h30, vous avez rejoint l'île de Zanzibar. Hein, vous pouvez même prendre une poutre ou carrément un down. On en a pris, ben là c'est pour faire une balade, hein, vous n'allez pas faire de grosses distances. Ça peut être dangereux. Hein, on prend ça pendant 1 heure ou 2 et ça suffit. Attention aux orages, attention également à vérifier que le bateau soit évidemment plutôt correct, parce qu'il n'y a pas de gilet de sauvetage à ce moment-là, et là, bon, si on se retrouve en mer, attention, attention. Bon, on voit un bon capitaine, un bon bateau, et on peut se faire des petites expéditions de ci, de là, hein, et se faire de belles balades en bateau sur la côte tanzanienne. Bon, voilà, ainsi s'achève notre numéro spécial Tanzanie, mode d'emploi, guide pratique. Alors certes, c'est pas exhaustif, certes, on n'a pas la science infuse, mais on partage notre expérience du voyage pour vous aider vous aussi à réaliser ce rêve. Hein, quand on lit la plupart des guides, je vous l'ai dit, ça semble complètement impossible hein, de ne pas visiter la Tanzanie par soi-même, c'est difficile. Hein, on dit que Dar es Salaam est dangereuse, on dit que les moyens de transport sont compliqués, on dit qu'on ne peut pas faire un safari sans passer par une agence. Hein, tout ceci est faux, évidemment. Alors c'est sûr qu'il faut avoir l'habitude du voyage, il faut avoir l'habitude de se débrouiller par soi-même, d'être un peu baroudeur quand même dans l'âme, et ça se passera très bien d'ailleurs.